Nous disons que nous sommes, par définition, des êtres capables d'atteindre l'impossible. Et nous énumérons ces moments. Le premier dans l'histoire à franchir le mur du son. Ces moments où nous avons osé viser plus haut, forcer des barrières, toucher les étoiles. Gemini 6, feu vert. Faire de l'inconnu du connu. Un bond de géant pour l'humanité. Ces prouesses font notre plus grande fierté. Qui a enflammé l'imagination de toute une génération. Mais nous avons perdu tout ça. Qui rentre au port pour la dernière fois. Ou peut-être avons-nous tout simplement oublié que nous restons des pionniers et que nous ne sommes qu'au début. Que nos plus grandes prouesses ne peuvent pas être derrière nous. Car notre destin s'étend au-dessus de nous. Bonsoir à tous, bienvenue donc à cette deuxième séance du cycle L'homme face au cosmos, l'aventure de la conscience, qui est programmée par le ciné-club La Chimie du cinéma, consacré à la symbolique des images. Et le débat sera animé par Stéphane Grosbeau, qui va aussi vous présenter donc, le film et aussi un petit peu les idées qu'il va développer au cours de cette séance. Voilà. Je vous rappelle que la troisième et dernière séance du cycle aura lieu mardi 7 mai à 20h. Et elle sera présentée par Michel Simon, car c'est 2001 le lycée de l'espace qui sera présenté en numérique 4K. Donc Michel Simon, qui est, comme vous savez, un des grands spécialistes de l'œuvre de Stanley Kubrick. Merci encore à François et à la Filmothèque d'abriter ce ciné-club. Alors ce ciné-club vise à vous faire participer en deuxième partie. On a la chance d'avoir la salle jusqu'à minuit. Je vais essayer de faire 5 minutes de présentation, puisqu'en fait le film est très long. Mais effectivement, l'idée de choisir 3 films qui racontent une histoire avec différents niveaux de conscience. À savoir, la notion de cosmos en philosophie, ça renvoie à la notion d'ordre. C'est quelque chose qui était très présent chez les Grecs, c'est effectivement la grande question de la philosophie, c'était comment on passe du chaos au cosmos. Et aujourd'hui, la dernière aventure que l'homme a, à part effectivement arriver à rentrer sur Terre, ce qui n'est pas simple, c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose possible dans l'au-delà. Alors au-delà, vous allez voir dans ces films, c'est très inquiétant, parce que le mot au-delà a 2 sens, qui sont convoqués dans les 3 films que l'on a là. Alors le premier cycle était consacré à la peur au cinéma. Donc là, vous allez voir un symbole, parce que je travaille sur les symboles. Vous voyez, ce symbole de monolithe dont on va beaucoup parler, ça nous rappelle l'écran de cinéma, puisque face à un écran de cinéma, ce soir, vous allez partir dans un autre espace et dans un autre temps. Le film de Lonald est totalement construit sur cette notion de bouleverser vos représentations mentales. On est dans quelque chose d'intéressant. Voilà, alors je passe rapidement. Bon, le cadre théorique de mon analyse, que je vais en donner un, c'est effectivement l'analyse des symboles, tel que Jung l'a proposé. Michel Cazenave, effectivement, c'est grâce à ce monsieur que j'ai lancé ce ciné-club à Entrepôt et qui m'a beaucoup inspiré. Il faisait déjà cinéma et mythologie, donc je lui dédie ce ciné-club, forcément. Après, avant que le cinéma existe, on avait des images dans le livre d'alchimie. Ces images racontaient des histoires et renvoyaient à d'autres images. Ça, c'est toujours intéressant de voir ça. Et cette symbolique des couleurs, cette symbolique aussi du 3, elle est dans les rites de passage et dans les mythes. Joseph Campbell en a parlé, avec l'idée de la séparation, de l'initiation et du retour. Dans les 3 films que j'ai choisis sur le cosmos, les héros perdent quelque chose, sont perdus dans l'espace, vont sur des planètes, ils font affaire à des éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, et ils reviennent transformés, mais comment? Par l'expérience du cosmos et aussi une expérience du chaos. Voilà, c'est là où on est dans quelque chose de dialectique, on va dire en philosophie. Alors, ces 3 films, effectivement, il y a cette idée que l'espace, c'est du temps. Hein, vous savez, alors, je ne suis pas scientifique ou physicien, donc je vous parlerai un petit peu de science, mais pas énormément. Vous allez voir que les 3 films choisis parlent de la relation parent-enfant qui est centrale, et
finalement, les trois personnages, les trois héros des films, donc là, la première c'est une femme, là on a un astronaute, et dans le film de Kubrick on a un type qui s'appelle Dave Bowman, on a du mal à s'identifier à lui, il ne parle pas beaucoup, mais c'est les miroirs du spectateur, c'est les miroirs du réalisateur, ils disent quelque chose, ou peut-être pas, de notre condition. Alors à vous peut-être de rentrer dans la peau du personnage. En tout cas, ces personnages changent de vision du monde. Donc la question c'est est-ce que ce film que vous allez voir là, il va changer votre vision du monde aussi? Voilà, moi je pars du principe que le cinéma n'est pas que du divertissement. Alors, effectivement, la définition de la conscience, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, je vais le prendre au sens psychologique, forcément, mais au sens moral. C'est quelque chose qu'on établit avec le monde. Quelle conscience, quelle vision du monde? Et quelle vision et quelle conscience on a de nous-mêmes, hein? Moi et moi-même, qui suis-je à l'intérieur, et qu'est-ce que le monde, et qu'est-ce que le monde me dit? Donc, effectivement, on reviendra sur les trois niveaux de conscience. Bon, il y a la conscience moi, ça Freud en a beaucoup parlé. La conscience cosmique, on a ça dans Avengers Endgame qui sort demain par exemple, et on a ça chez Jung, et on a le troisième niveau, l'être clé qu'on trouve dans les philosophies plutôt orientales de non-dualité. Vous allez voir qu'avec ces trois films, surtout 2001, on va gravir les barreaux des trois niveaux de conscience. Et ça, je vais vous montrer avec des images. Voilà, alors ça peut aller à d'autres choses. Alors, je vous parle maintenant de l'Interstellar. Je fais 5 minutes, et de dispositif, après, je vous explique ce que j'attends de vous. J'attends que vous soyez des spectateurs attentifs. Deux images d'Interstellar qui renvoient à l'idée de la verticalité et l'idée de la relation parent-enfant, qui sont fondamentales. C'est le 9e film de Christopher Nolan, il en a fait 10 aujourd'hui. Le film de Nolan, bon, vous les connaissez, je ne vais pas rentrer dans le détail. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est né en 70, sa femme est devenue sa productrice, il travaille avec son frère. Voilà, donc c'est une histoire de famille. Alors, si je dois donner quelques mots-clés sur qu'est-ce que fait Nolan au cinéma, en quoi c'est un auteur. Il fait des blockbusters intimistes. Pierre Berthollieu, dans son ouvrage sur le Nouvel Hollywood, parle d'un minimalisme monumental, donc un cinéaste un peu paradoxal. Le paradoxe, c'est que Nolan veut faire des films très réalistes, mais à chaque fois, il y a un attrait pour la magie. Il est très critique d'avoir le numérique, et les machines, on dirait tout en 70. Il traite beaucoup de la notion de duplication, de double et de dualité. Il est beaucoup sur la notion d'illusion et de mensonge. Ces films sont très alambiqués. L'alambic, c'était un terme qu'on trouvait dans la Chine au Moyen-Âge, c'est l'idée d'éclater le temps et de renvoyer à la subjectivité du personnage. Il y a des voix off, notamment dans Memento. Et ces films sont des films presque quantiques, on va parler de films quantiques. Alors après, quand vous voyez un film de Christopher Nolan, devant vous, c'est le personnage, le héros à la fin du film. Est-ce qu'il est dans le monde réel, dans le monde virtuel, dans le monde du rêve? Est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort? On aura cette discussion-là à propos de Cooper tout à l'heure. Voilà, il s'intéresse beaucoup à la notion de montage immersif. Un film qui l'a beaucoup inspiré, c'est le film de Terrence Malick, La Nuit Rouge. Il y a énormément de liens avec le film de Terrence Malick dans ce film. Effectivement, les personnages de Nolan sont des anti-héros, souvent seuls, ils ont souvent perdu leur femme. Et on peut voir dans l'idée de, finalement, s'il était un personnage de mythologie, Nolan, ça pourrait être Dédale. Dédale, c'est quelqu'un qui construit et qui réfléchit, qui fait à la fois une œuvre artistique et une œuvre scientifique. Alors, vous voyez, le symbole de la société de production de Christopher Nolan est un labyrinthe. Intéressant. Et dans ce film, il y aura deux hommages à deux types de films. Un film qui s'appelle L'étoffe des héros, film sur la conquête spatiale, très très rationnel, très très historique. Et Star Wars, film vraiment dans l'imaginaire et dans la logique des travaux de Campbell sur la mythologie. Il se donne deux références majeures sur la notion des trous noirs, le beau livre de Carl Sagan, Cosmos, et le physicien Kip Thorne, qui va lui donner conseil pour la conception des trous noirs que vous allez voir. La bande originale a été donnée à faire à Hans Zimmer, qui est son grand, on va dire, metteur en musique, et il va juste donner un petit texte. Et ce petit texte n'était pas du tout sur l'aspect scientifique du film, était sur l'aspect, on va dire, intimiste, sur une histoire, un passage de film. Et Hans Zimmer en a fait cette musique, et on en reparlera, parce qu'elle donne un rythme et un sens au film très intéressant. Voilà, ce film a eu les Oscars des meilleurs effets spéciaux. Là, je vous montre la vision du trou noir réalisé en effets spéciaux. Et ce qui est intéressant, c'est ce que dit Christopher Nolan dans Le Prestige. Parce qu'en fait, Le Prestige va me servir de grille de lecture. Le Prestige est un film sur la magie, sur le début du cinéma. Il vous donne cet avertissement que je vous donne aussi. C'est, à présent, vous allez chercher le secret du film, mais en général,
si vous ne regardez pas souvent. C'est-à-dire que l'être humain que nous sommes, quand on regarde un film, on rechigne à voir. Donc l'effort que je vais vous demander, c'est d'essayer de regarder les symboles. Alors, à savoir quoi? Il y aura 3 points. Les personnages masquent quelque chose, représentent des archétypes, des symboles, des pensées fortes, des êtres qui ont une quête particulière. Dans ce film, il y a des images qui vont vous marquer, qui sont des images symboliques, et notre héros, notre personnage, il fait tout un parcours. En général, il est séparé, il rencontre des épreuves, il revient. Et ce film, du coup, il a un sens qui n'est pas forcément le sens premier. Donc, moi, je parle du principe que ces films ont plusieurs sens de lecture. Voilà. Pour ceux qui ne resteraient pas, tout ça va être filmé, et ça sera sur la chaîne YouTube Libermundi. Et ceux qui veulent faire l'expérience, je vous attends dans 2h40 après un très beau voyage dans l'espace et le temps. À tout à l'heure. Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière. Phase d'allumage moteur principal, H-10. Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider. 9, Professeur, j'ai des enfants. Il faudrait que je parte combien de temps? 8, Ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. 7, Murphy, il faut que tu me parles. 6, Il faut qu'on règle ça avant que je parte. Tu sais même pas quand tu reviendras. 5, allumage moteur principal. Tu ne pouvais pas dire à ta fille que t'allais sauver le monde. Non, 4, quand tu deviens parent, 3, il y a une chose qui te paraît très claire. 2, Tu veux tout faire pour que tes enfants se sentent en sécurité. 1. Je reviendrai. Mais quand? Je t'aime pour toujours. Des mondes habitables, totalement à notre portée. On échapperait à l'extinction. C'est parti. Tu ne peux pas penser qu'à ta famille, tu dois penser plus grand que cela. Je pense à ma famille et à des millions d'autres. Peut-être qu'on a passé trop de temps à essayer de régler tout ça au moyen de théories. Seul l'amour transcende le temps et l'espace. N'entre pas docilement dans cette douce nuit. Le vieillage doit gronder, tempêter au déclin du jour. Hurler, hurler contre la mort de la lumière. Je vais pas m'en sortir! Si, tu verras. On trouvera un moyen. On a toujours trouvé. Là, il fonctionne. Voilà, donc l'idée, c'est de passer en revue certaines images du film. Je vais vous poser 2-3 questions et on va essayer de décrypter le son du film. Qui a compris le film? Qui serait capable de me résumer? Monsieur, allez-y, on vous écoute. Alors, vous parlez fort. Je pense que c'est qu'est-ce que Brontë a dit, que tout dépend de l'amour. On a pensé que le monde dépend de la technique de résoudre l'équation de la relativité. À la fin, tout dépend de l'amour. Beau résumé. Je suis pas loin de penser comme vous. Alors, on va l'élaborer un peu plus. Hein. Là, vous avez touché quelque chose qui est intéressant. Voilà. On reprend donc 2-3 images aussi pour... Alors, les personnages. On va passer en revue 2-3 personnages. Alors, forcément, Murphy, cette petite fille qui est jouée par 3 actrices. Voilà. On va rester sur la... Celle que je préfère, c'est celle-là quand même. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut en dire de Murphy? Quel est son rôle dans le film? Si vous voulez vous exprimer, allez-y librement. Vous levez juste le doigt que je vois qui vous êtes. Monsieur, allez-y. Pour moi, elle est la messagère. Oui. Le coupeur doit lui passer un message qui va permettre des personnes qui sont de la 5e dimension de permettre à Cooper de lui transmettre le message. Ouais. D'autres personnes sur Murphy? L'idée de message, c'est assez fondamental, effectivement. Alors, allez-y.
Un lien, alors développer, allez-y. Le lien avec son père, le lien avec ce rattachement, ce lien va permettre de progresser l'action. Ouais. Alors, par rapport à ce que monsieur a dit, la question de l'amour, hein, l'amour entre effectivement un enfant et son papa, c'est clair que c'est elle qui permet à Cooper peut-être de réaliser sa mission. Alors, on va voir quelle était cette mission. Il y a ça, vous avez saisi, hein, effectivement. Ouais. Et effectivement, l'idée, c'est il y a trois étapes de sa vie. Bon, on reparlera de cette scène finale, hein, qui est très belle et qui... Voilà. Et puis, il y a l'idée de la loi de Murphy. Alors, la loi, il y a aussi une loi de Murphy, c'est ça. C'est qu'effectivement, dès qu'on prend la technologie, il peut toujours se passer quelque chose. Donc là, il y a un Larsen qui fait que je vais couper le micro, parce que sinon, ça va être assez terrible. Alors, est-ce que c'est le micro? On sait apparemment non. Donc là, on va demander à Philippe de régler le problème, sinon je vais quand même reparler dans le micro, parce que ce n'est pas le micro. Et donc la loi de Murphy, c'est un peu ça. C'est en fait, tout ce qui peut arriver va arriver, et souvent dans la vie, ce qui arrive, c'est des accidents, et des problèmes techniques comme celui qui vient de se déclencher. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors pour le micro marche plus, si tout semble bien marcher, c'est que vous avez négligé quelque chose. Alors, c'est intéressant ce nom, parce qu'au début, elle le vit comme une malédiction. Donc, c'est une petite fille qui est, on va dire, qui a certains soucis à l'école, qui est peut-être quelqu'un de génial, et en fait, qui se trouve... c'est très bizarre. Ah, peut-être si je fais ça, c'est moi en fait qui suis un mauvais conducteur, un message que je vais vous donner. Alors voilà, on bouge plus. Cette idée que le pire n'est jamais certain et que qu'est-ce qui peut arriver? C'est-à-dire que peut-être si on lâche prise, on peut être surpris. C'est pas forcément la fatalité. Voilà. En fait, la loi de Murphy, elle peut être vue de plusieurs façons. Alors, Tom, qu'est-ce qu'on peut dire du frère de Murphy? Il joue quel rôle lui dans le film? Par Casey Affleck. Quelqu'un? Oui, allez-y. C'est marrant parce que le montage, on a le Dr Mann et lui qui veulent tous les deux rester. Enfin, lui, il veut rester absolument dans la maison et presque même laisser mourir son deuxième enfant parce qu'il dit qu'ils ont enterré le père et son premier enfant. Et il y a un rapport au conservateur. Oui. Voilà. C'est-à-dire, effectivement, on a deux enfants. Il y en a une qui est du côté, on va dire, presque du chaos, du mouvement. Hein, elle fugue, et lui, c'est le bon élève. Donc l'ordre et le désordre. Et ce qui est très fort dans le film, c'est qu'on va voir qu'ils sont totalement complémentaires à un moment donné. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce film et les films de Nolan jouent sur les opposés, et ce qu'on va appeler la conjonction des opposés. Donc effectivement, c'est le bon américain bien terrien qui accepte la fatalité. Mais le fait que le message, on va en reparler de ce message stay, il s'adressait à qui stay et pourquoi rester. Bon, voilà, je vous laisse avec ça, mais vous avez bien vu. Alors, le professeur Brown, joué par quelqu'un, alors bon, si vous avez vu les films de Nolan, il est régulièrement, il fait partie, si vous voulez, d'un archétype, qui est l'archétype du vieux sage. On le retrouve comme mentor dans le Prestige, on le retrouve comme mentor aussi dans Dark Knight. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce personnage? Alors, moi, je me suis un peu avancé avec la figure de Prométhée, mais je vous laisse parler sur le Dr Brand. C'est un scientifique qui est très scientifique, c'est un imposteur, c'est quoi? Alors, ne soyez pas timide, hein, vous n'êtes pas filmé directement. Bah, monsieur, allez-y. Ah ouais, mais pas de souci. Il y a une phrase qui définit un peu ce qui est dit par Dr Mann, ce qu'il est, ouais. C'est qu'il transcende sa propre humanité pour sauver le reste de l'humanité. Ouais. En fait, ce mensonge. La question du mensonge. Est-ce que le mensonge est nécessaire ou pas? Alors, il y a l'idée de Prométhée. Prométhée, il voulait à un moment donné donner la connaissance aux hommes, il la vole et il est puni. Alors lui, il va être puni parce qu'effectivement, il n'arrivera jamais sa fille. Et lui, il essaie de faire un truc énorme. Alors, bon, je ne suis pas très, très scientifique, mais quand même, hein, il y a des scientifiques dans la salle. Bon, qui peuvent nous expliquer comment on peut relier la gravité et les quantas. Et ça serait l'idée qu'à partir du moment où, bon, rapidement, hein, la théorie de la gravité, c'était Newton, l'idée des forces qui sont dans l'infiniment grand, dans le macrocosme, et dans le microcosme, dans l'infiniment petit, il y a des forces. Et ces forces sont très ambivalentes, c'est au niveau subatomique. On voit que le monde peut agir comme une particule.
Et le problème, c'est qu'on ne s'est pas passé de l'un à l'autre. Il nous manque quelque chose. Ce film, je vais vous montrer à la fin, donne une clé. Mais la clé n'est pas scientifique. La science essaie d'expliquer la matière à partir de la matière. Et observer la matière avec des moyens matériels. Voilà. Donc là, on est sur un truc qui est un peu indécidable pour nous savoir qui était premier. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Et on tourne en rond. Donc là, en tout cas, il n'y arrive pas. En fait, il va symboliser aussi le mental, l'intellect. La volonté de tout comprendre de façon rationnelle. Et Nolan, monsieur l'a bien vu au début, vous l'avez dit au début, c'est bon, on va le retricoter dans la démonstration. C'est que l'être humain, s'il fait appel qu'à sa tête, il tourne en rond dans le labyrinthe. S'il fait appel à son cœur, et s'il connecte la tête et le cœur, il sort du labyrinthe. Voilà. J'ai quasiment tout dit là. En même temps, c'est pas si simple que ça. Donc on va continuer la démonstration. Le poème de Dylan Thomas. Ce poème est la clé du film. Il revient 4 fois. Je vous laisse juste là. Je vais le réévoquer à la fin. Théorie du complot, c'est rigolo parce qu'on est sur quelque chose qui est à l'inverse de ce qui est aujourd'hui. Ça, c'est un petit clin d'œil que Nolan fait, parce que vous savez que Nolan adore Stanley Kubrick. Il y a plein d'hommages à 2001 qu'on verra l'an prochain. Et Kubrick, il y a des théories du complot qui disent que Kubrick a finalement filmé l'alunissage sur la Lune, qui est un fake. Chose qui est repris dans le film. Voilà. Je n'irai pas plus loin là-dessus, parce que c'est pas ce qui m'intéresse plus, mais c'est rigolo. Alors, ce personnage, la fille du Dr. Brandt, qu'est-ce qu'on peut en dire? Mesdames, est-ce que vous êtes inspirées? Est-ce que ce personnage féminin vous parle? Est-ce qu'il y a une femme qui voudrait parler? Mademoiselle. Je trouve que c'est quelqu'un qui change beaucoup au fil du film, Ouais. parce qu'au début, elle est très convaincue par toutes ces théories scientifiques, et au final, quand elle se retrouve confrontée à la réalité, au final, elle croit plus en l'amour. Voilà, très bel exemple de la place du féminin sacré. Et qu'est-ce que c'est que la femme, finalement? Qu'est-ce que la femme nous apporte? C'est elle qui dit l'amour, vous vous rappelez la phrase? Seul l'amour transcende le temps et l'espace. Donc elle parle de l'amour comme étant une force. Bon, Newton parlait de la gravité. Je ne sais pas si vous saviez quand même que Newton était alchimiste et que les travaux de Newton sur l'alchimie ont été récupérés par Keynes et sont dans une banque en Angleterre, toujours pas traduits. Le jour où on traduit les travaux de Newton sur l'alchimie, je pense qu'on a la solution au problème. Il y a des gens qui ont déjà trouvé la solution. Mais voilà. Donc c'est intéressant. C'est une femme qui, à un moment donné, formation scientifique, tête, à un moment donné, elle se connecte avec le cœur, et le choix qu'elle veut faire, vous vous rappelez vers quelle planète elle veut aller? Elle, non, pourquoi? Elle veut aller dans la planète d'Edmund. Parce qu'elle est amoureuse, c'est pas rationnel. Sauf que les autres, ils vont aller dans les... Vous allez voir, ils font échec sur échec. On va voir la nature des échecs. Parce que les planètes, elles symbolisent des choses. Alors on va rentrer un peu plus. Je termine les personnages. Voilà, la phrase sur l'amour. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je rentre en psychanalyse, c'est que ce personnage, elle va être peut-être pour Cooper, notamment sur la fin, la figuration de ce qui l'anime, de sa quête. Alors, à la fin, Cooper va là. Il n'y a pas de sexe entre eux, il n'y a pas d'amour classique, il y a juste une confrontation, il y a quelque chose. Elle l'appelle, cette femme, à la fin. Ça, c'est la vocation de l'animal chez nous. Alors, je vous donne des références, je ne vais pas vous faire un cours sur la psychanalyse jungienne, mais en fait, les grandes figures dans les grands films, il y a cette idée de la princesse qui inspire, il y a le mentor, et là, on a les archétypes. Parce que moi, je sais très bien, il le dit, Nolan, qu'il a lu Campbell, il connaît tout ça. Donc il le fait exprès, hein, c'est pas totalement inconscient. Alors, lui, très intéressant, joué par Matt Damon, qui jouait dans un film de Ridley Scott, d'ailleurs, Seul sur Mars. Vous voyez. Donc là, il y a un écho à un autre film, qui est très mauvais d'ailleurs, le film de Ridley Scott, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce docteur-là? Est-ce que vous avez été surpris? Parce que, en général, c'est le héros, lui. Quand il arrive quelque part, il sauve tout le monde. Sauf que là, il a craqué. Il a pété un plomb. Alors pourquoi, d'après vous, il a craqué? Il était trop tout seul. La solitude. C'est vrai que la solitude tue. Et en fait, il obéit, il symbolise quoi? En fait, tous ces personnages, comme dans les contes de fées, on a tous un peu d'eux en nous. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas totalement mauvais dans l'absolu. Qu'est-ce qu'il représente? Quelque chose qu'on a en nous profondément. L'ego, et donc l'instinct de survie. L'ego qui a peur du mourir, la peur de la mort.
ce qui est très intéressant, que j'ai pas dit, j'ai fait un cycle sur le libéré de la peur, qui était juste avant celui-là. Le personnage de Murphy est donné par son père, et son père lui apprend à dire, tu vois un fantôme, n'aie pas peur, analyse. Très intéressant comme message. Et la petite fille, effectivement, si elle arrive à faire ce chemin, c'est qu'elle s'est libérée de la peur. Ce type-là ne s'est pas libéré de la peur. Et donc ça va générer des choses irrationnelles. Et il est même complice du fait que le plan A n'a jamais existé. Donc c'est des gens qui, à un moment donné, pensent pour nous sacrifier, nous sauver, au nom de quoi? La grandeur de la science. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la science sans conscience. Dans toute sa... bon, le personnage va finir... Alors, ce qui est intéressant, c'est le nom Lazare. Et on rentre dans une symbolique, là. Donc, bon, Lazare, ça vous évoque dans la Bible. Vous voyez la façon dont ils sont immergés, ils sont dans l'eau. À un moment donné, lui, il va ressortir de l'eau. Il ressuscite. Il y a l'eau qui renvoie à l'élément eau, va revenir dans le film. Donc, je vais en reparler après. Alors, il y a eu une bande dessinée qui a été faite et qui montre tout le parcours de ce personnage. C'est un truc, un spin-off qu'on trouve. Avec effectivement l'idée que ce type était au début très intelligent, très humaniste. Vous voyez, la bonté ne suffit pas. L'intelligence ne suffit pas. Alors, Tars, on a une référence à 2001, là, je ne sais pas si ça vous... Pas évidente, mais bon, qui est même à contre-pied de 2001 d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un va en parler? Oui, monsieur? Le monolithe? Ouais. Alors, en quoi Tars est totalement différent du monolithe? Le monolithe, c'est une sorte de vie extraterrestre, alors que là, c'est quelque chose qui a été créé par les humains. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'idée. Alors, il y a deux personnages. Il y a à la fois Hal, c'est l'ordinateur qui se révolte, lui, c'est l'ordinateur qui est au service. Donc là, la vision de la technologie de Nolan n'est pas totalement négative. C'est quelque chose qui est au service, et effectivement, il y a l'idée, quand même, le point commun, c'est grâce à Tars que le message fonctionne. Alors, sur l'analyse du monolithe, vous verrez que dans le film de Kubrick, comme dans le film de Nolan, il n'y a pas de référence aux extraterrestres, on ne les voit pas. Donc peut-être que c'est autre chose. On va se poser la question, c'est qui ce il? Mais je la garde pour la fin, la question, parce que c'est une des clés aussi du film. Voilà. Bon, ça, on verra ça le 7 mai, on en reparlera. Et c'est très puissant comme symbole. On est vraiment sur la symbolique. Alors Cooper, on va parler de Cooper un tout petit peu. Qu'est-ce que ce personnage vous inspire? C'est la référence à un personnage de l'étoffe du héros de Paul Kaufman, qui est un astronaute. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage? Qu'est-ce qu'il peut représenter? Oui, vous êtes. Il n'est pas à sa place dans le monde dans lequel il vit, et ouais. Il est un peu éternellement insatisfait, je trouve, parce qu'il a toujours envie d'aller autre part. Exactement. Alors pourquoi, justement? Quelle est sa problématique? Allez-y, analysez un peu plus. Il a déjà eu sa femme qui est décédée. Déjà, il est veuf, comme dans tous les héros de Nolan, ils ont perdu leur femme, quasiment. Et il a perdu quoi, aussi? Son titre de pilote. Et voilà. Et oui, donc là, ce à quoi il était bon, c'est pas du tout infirmier, lui. Et effectivement, à un moment donné, l'humanité a abandonné. Alors, effectivement, c'est assez bizarre pourquoi la NASA est devenue une société secrète. Enfin, bon, là, il y a tout un truc qui est une vision dystopique du monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, remarquez, l'homme, à part Elon Musk, là, qui veut aller sur Mars, on ne sait pas trop ce que veulent après les programmes Apollo. Effectivement, on a abandonné l'idée d'aller sur la Lune. C'est très mystérieux, ça, pourquoi on abandonne la quête. Donc ça nous dit quand même des choses. Alors vous allez, c'est tout à fait ça, une première lecture du personnage de Cooper. Alors on pourrait le voir comme étant, voilà, ça, c'est le Cooper de l'étoffe des héros, sur la conquête spatiale, c'est un hommage à ce personnage qui a existé. Et puis Ulysse, qui à un moment donné a perdu sa femme, a perdu sa famille et cherche à rentrer chez lui. Et ça, on a cette métaphore. Alors les images clés. Bon, cette image, je vous la montre, je vous l'explique à la fin. Cette image, pour moi, c'est une des références à une des clés du film. Est-ce que certains la connaissent? Je vous l'explique après. Je fais un peu de... Alors, une question. La nature telle qu'elle est montrée dans le film, alors la nature, la Terre ou l'espace, est-ce que cette nature, elle est amicale, elle est peace and love, ou comment elle est? Très hostile. Ouais. Alors, il y a une discussion. C'est-à-dire, Brandt pense que la nature n'a pas d'intention maléfique. Sauf que, alors pourquoi vous dites qu'elle est hostile, la nature, finalement? Dès le début, il y a cette tempête de
sable-là qui rend malade tout le monde, peur de mourir. Alors, sur la Terre, en tout cas, c'est chaud. Alors, sur la Terre, alors, voilà. Ce qui est intéressant, c'est la notion de poussière. Si on reprend, alors moi je tire la lecture symbolique plus que scientifique. Rappelez-vous ce qu'on dit à un moment donné dans les textes sacrés, c'est l'homme est poussière et il retournera à la poussière. Donc on a l'impression que ce programme il est en train de c'est l'idée de la fin de quelque chose. Voilà. On revient à la poussière. Alors cette poussière, c'est intéressant, mais elle va donner aussi, vous vous rappelez ça, c'est aussi grâce à la poussière, avec la singularité. Singularité, c'est qu'à un moment donné, dans un espace précis, au niveau énergétique, il se passe des choses. Et là, l'énergie va distribuer, on va avoir des traces, plus ou moins, qui ne sont pas des traces naturelles. La poussière, elle ne reste pas, elle ne trace pas des lignes comme ça naturellement, s'il n'y a pas un phénomène électromagnétique. C'est une singularité qui va donner un code. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est les images que vous voyez au début, ça je vous le dis parce que vous ne pouvez pas le savoir à moins de faire des recherches. Les images que vous voyez au début, on pense que c'est peut-être les humains du futur. Eh bien non du tout, c'est des humains du passé. Nolan nous perd. Parce qu'en fait, c'est des images d'un documentaire de Ken Burns. Donc toutes les personnes que vous voyez, et même au début et à la fin du film, et le début, la fin revient au début. Donc on a l'idée de cycle. Ces personnages, c'est des survivants du Dust Bowl. Le Dust Bowl, c'est ce qui s'est passé dans les années 30, au moment de la crise économique. Bon, c'est intéressant de voir qu'il nous remet ça à une époque où on nous parle d'une prochaine crise économique et on nous parle d'un réchauffement climatique. Voilà. Des choses qui reviennent dans l'histoire de l'homme. Alors l'eau, la première. Alors qu'est-ce qui se passe avec l'eau dans le film et les deux planètes? Est-ce que quelqu'un peut résumer un petit peu pourquoi les quêtes sont vaines là? Alors, toujours par rapport à l'idée de la nature. Donc là, vous rappelez-vous, c'est la planète où la biologie, c'était pas. La biologie, c'est celle qui étudie la vie. Donc cette planète, logiquement, elle devrait accueillir la vie. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Il manque quoi? Bon, quand le personnage... Il manque la Terre. Il manque la Terre, oui. Et c'est un... Vous voyez, Nolan adore jouer sur les illusions. Donc là, on a une illusion. On a l'impression d'avoir une montagne. Et c'est pas de la montagne. Donc en fait, ce que Nolan nous montre avec ça, c'est encore que la nature se joue à nous illusionner. Donc effectivement, les quatre éléments, ils sont censés, l'eau, l'air, la terre, le feu, ils sont censés travailler ensemble. S'il en manque un, c'est pas possible. Donc ça, c'est une vieille conception qui revient à la chimie médiévale, mais c'est pas si update que ça, vous allez voir. Et effectivement, dans l'autre planète, alors, bon, là, je vous ai montré, on reverra la planète de glace. La planète de glace, alors, je ne l'ai pas remise là, mais qu'est-ce que ça veut dire, la glaciation? La glaciation, on trouve ça chez Heinlein. Heinlein, il fait des films très, très morbides. Il parle de la glaciation des sentiments. La glaciation, c'est quand l'être humain est juste conditionné par son mental. C'est exactement ce qui se passe avec Man. C'est pas étonnant que Man soit sur une planète de glace. Parce que lui, son cœur est glacé. Vous voyez? Je fais une analogie qui est poétique, mais c'est pas pour rien qu'on a cet élément-là. Bon. Alors, la question des montres. En quoi ces deux montres que l'on voit, et la question du temps dans le film. Est-ce que quelqu'un veut se penser là-dessus, sans faire forcément... Comment vous avez ressenti le temps dans le film? Voilà. Peut-être parler de vos impressions, on n'est pas là pour faire forcément des théories, mais est-ce que vous avez été perdu par la temporalité du film, ou ça vous a semblé très cohérent? Non, mais il n'est pas le même selon les endroits où l'on se retrouve. Bon, ça, c'est la théorie classique de la relativité, que vous connaissez. Sur la... Alors, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y a un temps cosmique et un temps céleste. Alors, juste sur la question du temps cosmique. Endurance, vous avez vu, c'est un... Alors moi, ce que ça m'a évoqué, en termes symboliques, vous voyez, il y a 12 stations, la mission Lazare, 12 personnes. Quand on prend le 12, eh bien, on retrouve le zodiaque, avec les 12 signes du zodiaque. Ce qui est intéressant, c'est que les deux qu'on va visiter relèvent à des signes d'eau. Voilà. Et le signe d'eau qui domine à notre époque, c'est le Verseau. Voilà. Le Verseau qui est un signe de renaissance ou de destruction, qui est ambivalent. On le voit bien dans les deux planètes. Une planète, enfin les deux se retrouvent d'ailleurs des planètes où la vie n'est pas possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est de revoir aussi cette notion. Alors, vous vous rappelez qu'est-ce que c'est que ça? Un trou noir. Alors, non, un trou de verre. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré les trous de verre?
pas trop hein, dans la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça vous évoque comme ça, si, quand vous voyez une image comme ça? On a l'impression de voir quoi? Un vortex. Un vortex, hein, de l'énergie, qui est peut-être un élément aquatique ou une goutte d'eau, quelque chose qui nous amène autre part. Donc en fait, c'est des histoires d'énergie. Hein. Et ce vortex, effectivement, il va nous conduire dans quelque chose. Alors, il y a un hommage à Kubrick. Hein. Quand vous allez, si vous avez vu 2001, vous avez la Stargate, vous avez 15 minutes de... Vous passez dans un vortex pendant 15 minutes en 2001. Et c'est là où le film est indépassable. Là, ce n'est pas tout à fait le cas, mais vous avez une petite expérience de ce vortex. Alors, ça peut évoquer effectivement des choses comme le passage dans une autre dimension. Bon, je vous ai mis une référence à une série bien connue. Et je vous ai quand même mis une petite image, hein, pour faire genre scientifique. C'est effectivement Einstein-Rosen qui montre une théorie, qui n'est pas vérifiée, hein, ça reste une théorie. C'est qu'à un moment donné, on peut passer d'un univers A, qui serait d'un système, espace-temps, où il n'y a pas finalement dans le système solaire de planètes qui peuvent abriter la vie, avec l'idée qu'on va passer dans un raccourci, dans un autre univers futur où là, voilà, le temps va être différent. Ou peut-être il y aura une autre galaxie, un accès, où on ne peut pas y aller parce que ça prendrait trop de temps. Donc c'est comme un raccourci. Voilà. Mais est-ce que c'est une perte ou un gain de temps? Alors, je ne sais pas si vous avez vu la notion de temps dans le film. C'est vrai que le temps, il est terrible parce que alors là, vous avez la version du trou noir telle que faite par Kip Thorne. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des films avec des trous noirs? Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que c'est une représentation classique du trou noir, ça? Pour ceux qui... Monsieur? C'est intéressant parce qu'il y a 2 semaines, ils ont réussi à faire photographier un le trou noir et c'est comme ça. Eh bien, ça ressemble un peu. Et je l'ai là. Ah, c'est exactement je vais vous montrer, exactement. Alors, vite fait, le trou noir. La relativité d'Einstein nous montrerait plus l'idée, alors je peux vous faire un cours, vous chercherez sur Internet, hein, mais l'idée que la gravité courbe l'espace et le temps. Donc l'idée de quelque chose qui va on va s'enfoncer, on va passer à travers. Alors, Robert Flood, qui est alchimiste et qui travaille au XVIIe siècle, nous montre un espace dans l'univers avec des trous sombres qui permettent de faire communiquer différents niveaux l'univers. C'est dans les travaux de Robert Flood sur la structure du cosmos. Donc là, on est sur quelque chose de pré-scientifique, avec l'idée qu'il y a bien un passage vers autre chose, grâce à un trou noir. Et après, les scientifiques, vous voyez, vont avoir, même s'ils sont scientifiques, ils ont quand même cette idée qui est chez Flood, au XVIIe, c'est intéressant. Et quelqu'un comme Walt Disney, alors là, ça c'est le paradoxe des jumeaux, hein, qui vous montre effectivement, quand on est près d'un trou noir ou quand on quitte l'orbite de la Terre, le temps s'écoule effectivement, on vieillit moins vite que les gens qu'on quitte. Donc effectivement, quand on quitte son jumeau, vous voyez, quand on revient, effectivement, le jumeau il aura vieilli et pas nous. Hein, c'est un paradoxe qui est assez évident sur la relativité générale. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir que chez Disney, le trou noir, hein, dans un film de Disney, est représenté comme une espèce de trou d'un aspirateur qui va vous aspirer. Et il s'appelle, il y a toute une cosmogonie, une idée que c'est l'enfer de Dante. Hein. Il le surnomme comme ça. Et je sais pas, vous avez vu ce film, Le Trou Noir? Oui. Très intéressant sur la fin, hein, sur l'idée que ça ouvre la porte sur autre chose. Mais bon, avec des petits robots, avec Anthony Perkins, c'est une curiosité. Et là, le fameux trou noir, qu'on aurait enfin repéré, monsieur en parlait. Alors effectivement, il y a des gens qui disaient ça ressemble à l'œil de Sauron aussi, vous voyez. Donc les commentateurs scientifiques étaient dans l'ordre du mythologique. Sauron, je vous rappelle, c'est l'œil du mal. Hein, l'enfer dedans dans le trou noir de Disney. Donc cette idée qu'on va traverser les ténèbres pour atteindre la lumière, c'est exactement ce que disaient les alchimistes au Moyen-Âge en disant que pour arriver à la lumière, à l'œuvre rouge, il faut passer par l'œuvre noire. Et c'était dans le livre de Robert Flood que je vous ai indiqué. Hein. Tout ça c'est sourcé, je ne délire pas, j'essaie d'être sur des bases. Alors bien entendu, la chimie n'est pas de la science, mais voilà. Donc là, moi je ne sais pas si ça existe vraiment, en tout cas effectivement on a vu ça, alors, on a l'impression qu'il nous sourit, enfin c'est très bizarre, hein, ce truc-là. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est à un moment donné, c'est de dire qu'il y a de la lumière dans les ténèbres, ça c'est dans les textes chrétiens, on peut le retrouver même en Orient, c'est pas que catholique ou chrétien, et à un moment donné, on voit bien ça. Quand on passe dans le trou noir, il voit bien cette espèce de lumière blanche qui apparaît, hein, c'est une image du film. Alors, le trou noir, il s'appelle Gargantua. Vous savez que Gargantua, à l'origine, c'est un personnage de Rabelais. Et Rabelais, je vous invite à lire Gargantua comme étant une œuvre totalement codée. Hein. Gargantua représente un petit peu tous les défauts de l'homme et représente une figure, la figure du démiurge. Donc le texte de Rabelais est quelqu'un qui
qui a vécu à Montpellier, qui s'intéressait à l'alchimie aussi. Oui, ça fait beaucoup de gens, entre Newton, Rabelais, qui à un moment donné ont eu une lecture, et Nolan fait référence à un moment donné à ça, sans plus. Mais... Alors, Saturne. La planète Saturne, elle est intéressante, on va la retrouver chez Glueck. Alors, est-ce que certains ont fait un peu d'astrologie parmi vous et peuvent me dire qu'est-ce que symbolise la planète Saturne? Le temps. Le temps, Chronos, exactement. Voilà. Alors, c'est très intéressant, et le symbole de Saturne, la croix, et puis l'espèce de spirale. Le temps, donc effectivement, si je reprends vite fait, fils de Gaïa, il échappe à son père qui s'appelait Ouranos, qui à un moment donné, Saturne s'est vengé. Et en fait, c'est aussi le temps et l'idée de la violence, de la répétition, de la malédiction. Et Jupiter va s'échapper, et à un moment donné, on va avoir la théogonie grecque. Mais effectivement, Saturne, c'est le temps, et c'est aussi le dieu de l'agriculture. Vous voyez, par rapport au film, c'est intéressant quand même. L'idée qu'on est dans un monde agricole et qui est en train de mourir. Alors, il peut être positif ou négatif. Ce qui est intéressant, il y a l'idée de la sagesse, et il y a l'idée quand même de la frustration, de la froideur, on le retrouve chez certains scientifiques, de la maniaquerie, de l'isolement. Donc on, tous ces phénomènes-là, vous voyez, la maturité aussi, donc il y a une ambivalence. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue symbolique, le Saturnien, c'est l'homme de science. C'est Arthur C. Clarke qui va inspirer Kubrick, c'est peut-être Dr. Mann, c'est l'homme solitaire, et c'est aussi peut-être celui qui va prendre conscience de ses limites et qui va revenir sur lui. C'est aussi symbolique. Donc il y a plein de choses et son contraire. En tout cas, c'est des choses qui structurent. Et donc là, effectivement, Saturne, ça revient dans le film comme étant la structure, c'est-à-dire qu'on va aller s'arrimer à Saturne, et c'est vrai qu'on a une belle métaphore sur la notion du temps qui nous dévore. Alors, là, on rentre dans un truc totalement bizarre, qui est c'est le Tesseract. Alors, le Tesseract, c'est là où Cooper se trouve projeté après avoir traversé le trou. Est-ce que vous avez compris cette scène? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que le Tesseract? C'est pas super bien, en fait, c'est montré. En fait, ça a été vraiment construit. Nolan, il a vraiment construit une structure avec du bois qui bougeait. Et il a tourné pendant pas mal de temps avec notre ami qui se baladait. Alors, le Tesseract, est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un? Mademoiselle? Enfin, pas le nom de Tesseract, mais enfin, ça peut illustrer un peu les propos de Brand quand elle dit que l'amour traverse le temps, la gravité, etc. Enfin, moi, je le vois un peu comme l'imagination dans la tête de Cooper. Alors, ce que vous dites est intéressant. Effectivement, il y a cette idée. Alors, je vais vous montrer quelques images pour aller plus loin. Il y a l'idée des êtres du bulk. Vous voyez, qui sont-ils? C'est aussi ça que je vais vous faire réfléchir. C'est à la fois, il y a bien cette idée, mais en fait, il y a cette idée de transmettre un message. Donc, il y a l'idée de qui transmet le message. Effectivement, l'amour, on a compris, c'est la force, c'est le vecteur. Et le pont, c'est effectivement l'amour que la petite fille a pour son papa. Mais il y a cette idée des êtres du bulk. Alors, j'ai cherché bulk, c'est pas expliqué. Il y a deux sens à bulk. Il y a masse et ampleur. Voilà. Alors, on va aller un peu plus loin. Il y a un monsieur qui s'appelle Philippe Guillemont, qui dit un truc. Alors, mais avant, je vais vous entendre sur... c'est lié. Le Tesseract est lié à il. Alors, est-ce que vous voulez me donner votre explication? Qui sont-ils, ces gens-là, qui on les évoque depuis le début? On les appelle les êtres du bulk, et ils seraient responsables d'avoir mis le trou de verre et d'avoir mis le Tesseract. Alors, qui c'est? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Alors, monsieur. Ils ont dit, c'est pas eux, c'est nous. Donc, c'est nous. C'est les hommes. C'est-à-dire, eux, ils ont fait tous ces voyages-là pour trouver eux-mêmes. C'est pour ça que c'était. S'ils avaient resté là-bas, ils avaient trouvé la même chose. Ouais, c'est une lecture. Ok, monsieur? Oui, je suis d'accord. Vous avez la même analyse? C'est eux-mêmes et qui ont enfin eu accès à la dimension de la gravité qui s'en sert pour faire une représentation en 3 dimensions de leur accès à une 5e dimension, enfin d'autres dimensions. Alors voilà, c'est là où 4e, 5e, on va voir que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de dimension. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Philippe Guillemont qui parle dans la physique de la route du temps. Il dit « Il est faux de penser que le futur est le résultat du passé, le futur peut modifier le présent. » Donc ça, il expliquerait, alors il y a une théorie sur Internet, moi je la partage pas totalement, que effectivement notre présent est informé par des êtres du futur. Pardon, à l'origine c'est un scientifique? Ouais, il est toujours scientifique au CNRS. Astro. Il ne s'est pas fait virer. Et c'est un type intéressant, Philippe Guillemont. Vous pouvez écouter ce qu'il dit. Moi je trouve que voilà. Par contre, ça me laisse un peu penseur. Mais voilà, c'est une hypothèse intéressante qui peut être une hypothèse de lecture du film. Hein. Voilà.
Les extraterrestres, voilà. Et oui, les extraterrestres. Mais est-ce qu'on les voit? Alors ces extraterrestres, ils sont dans un film. Est-ce que vous connaissez ce film? Parce qu'en fait, ce film n'était pas fait pour Christopher Nolan au début. Il devait être réalisé par Steven Spielberg. Et Spielberg, en fait, dans le premier script, je vous dis la différence quand même, c'est intéressant. Parce que vous avez la clé du film. Nolan, il a changé ça. C'est Rencontre du troisième type. Alors là, c'est la fin de l'intelligence artificielle, qui est aussi un film, vous voyez, que tout est lié quand même. Hein. C'est un film que Kubrick devait faire et que Spielberg a achevé. Le film que vous avez vu aurait pu être fait par Spielberg. Et à un moment donné, Jonathan Nolan, il n'était pas trop sur l'idée de remettre des extraterrestres. Enfin, en fait, c'était très clair chez Spielberg. C'était les extraterrestres qui sauvaient l'humanité. Nolan, il nous enlève les extraterrestres. Comme Kubrick, il va enlever les extraterrestres de la version de 2001 faite par Arthur C. Clarke. C'est pas pour rien. Donc là, out. Donc, hypothèse, pas vraiment. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste un truc intéressant. Quand on cherche sur Internet l'idée de Saturne, il y a quelque chose qu'on retrouve, c'est l'idée d'un nouveau Saturne, d'un nouveau temps. Et moi j'ai tapé ça, et j'ai trouvé cette image-là. Alors ça représente un personnage un peu bizarre. Et il y a l'idée d'hommes célestes. Hein, c'est-à-dire pas nous, mais d'hommes qui ont une autre stature. Alors on trouve ça, c'est Rudolf Steiner dans l'anthroposophie. Il va parler de ça, Rickenborg va en parler dans sa cosmogonie, et Max Endel. L'idée d'autre chose, d'une autre dimension. Alors je vais aller un peu plus loin là-dessus. Vous voyez, par exemple, là, vous avez les 4 dimensions. Le Tesseract, on rentrerait dans la 4e dimension. Sauf que les êtres du bulk, c'est de la 4e dimension ou c'est encore autre chose? C'est dit dans le film, alors là, il faut faire attention. Hein. 5e dimension. C'est dit. Hein. Alors, le Tesseract, pour ceux, vous savez que demain sort Avengers Endgame, eh ben, c'est le Tesseract, le cube cosmique, c'est la clé de l'univers cosmogonique de Marvel, hein, depuis Captain America, je vous le montre. Et c'est intéressant puisque Thanos, qui est la figure d'un démiurge, c'est Saturne, c'est la figure de Chronos, le temps, celui qui maîtrise le temps et qui détruit les univers. Thanos, il veut le cube. Pourquoi? Parce que le cube, en 4 dimensions, donne la conscience cosmique. Alors là, vous avez, ce qui est intéressant, une vision du Tesseract, telle qu'on l'a conçue. Et quand on déplie un Tesseract, effectivement, on trouve une espèce de croix en 4 dimensions. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le Tesseract, on va poursuivre, on se retrouve. Pourquoi la bibliothèque est importante d'après vous? Pourquoi ça revient, cette bibliothèque? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur le plan symbolique? La mémoire du monde. Toute la mémoire du monde, voire toute la connaissance du monde. En fait, il y a l'idée aussi des livres. Vous savez, je vous ai fait référence à certains bouquins. Ça veut dire qu'à un moment donné, la connaissance. Enfin, les livres sont utiles et inutiles. C'est-à-dire qu'on a besoin. Voilà, c'est intéressant hein, d'avoir accès à la connaissance. Mais est-ce que la connaissance et l'amour, c'est la même chose? Il y a des gens qui vont être que dans la connaissance et d'autres que dans l'amour. Hein, on va avoir les scientifiques et les mystiques. Et ce qui est intéressant chez Nolan, et il le dit dans ses interviews, c'est qu'il a voulu combiner une approche scientifique avec une approche quasi mystique. Vous voyez? Donc il réconcilie les choses qui sont opposées, quasiment. Alors, effectivement, dans le monde des Avengers, le Tesseract, il représente la pierre de l'espace, la pierre bleue. C'est intéressant quand même par rapport à notre sujet. Et vous allez avoir la clé, hein, est-ce que Thanos a tué tout le monde? Vous le saurez demain si vous allez voir Avengers Endgame. Et ben, en fait, ça renvoie à quelque chose de très profond. C'est le monde imaginal. C'est-à-dire le monde imaginal, c'est Henri Corbin qui en parle. On trouve ça dans le soufisme, c'est ce qu'on appelle le monde de l'âme. C'est un monde intermédiaire entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc ça serait le monde de la 4e dimension. Et le monde spirituel serait la 5e dimension. Ça, c'est des hypothèses. Hein, voilà. Alors, ce qui est intéressant, on va bientôt arriver à la fin, j'en perds là, c'est de voir quel voyage, maintenant on a vu les différents symboles, notre héros, Cooper, il fait un certain voyage. Donc cette image-là, je vous l'ai mis exprès, qu'est-ce qu'elle évoque? Donc, vous voyez ça. C'est après qu'il soit passé dans le trou noir. Une certaine résurrection. Oui, alors on a toujours l'idée de Lazare, hein. Donc le type flotte, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vivant hein. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors il y a des gens qui se sont amusés, vous trouvez sur internet, à faire des plans hein, de toute histoire. Donc je ne vais pas vous les commenter, je vous les montre. Vous montrer quand même la complexité de ce film, avec effectivement des rétroactions, des montages parallèles. C'est un film que vous pouvez revoir. Moi je l'ai 3 fois quand même. Hein. Donc, je vais arriver à vous livrer ma compréhension, mais je vais vous demander aussi.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je vais vous demander si quelqu'un veut me faire une lecture de la fin du film. C'est la question que Cooper dit à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe maintenant, après qu'il soit passé par ce trou noir, après qu'il soit passé par le Tesseract? Que se passe-t-il? Alors, autre question qu'on peut poser à la fin de Inception. Est-ce que Cobb est vivant ou mort? À la fin de Dark Knight, est-ce que Batman est vivant ou mort? Parce que Cooper, oui, c'est marrant. On voit ce thème de... Et c'est l'idée aussi de la physique quantique, hein, le chat de Schrödinger, qui est dans une caisse, on l'accélère, il y a des particules. Est-ce que ce chat, il est vivant ou est-ce qu'il est mort? Et donc Nolan invente quasiment le film quantique sur l'incertitude. Alors, il nous donne quand même des clés. Alors, est-ce que vous avez vu ces clés? Parce que souvent, on ne veut pas avoir les clés. Alors, je vous écoute. Très simple. Alors, qui pense que Cooper est vivant? Et il va aller rejoindre sa bien-aimée sur notre planète, mademoiselle? Et moi, je pense qu'il est vivant parce que la scène de sa fille qui va bientôt mourir, enfin, si elle meurt, il peut pas déjà être mort. Enfin, sauf que, qu'est-ce que lui a dit le Dr Mann sur sa planète? Envoyer ses enfants. Ouais. Et voilà, je dis pas on peut le voir aussi, j'essaie de vous montrer que ce film il est riche parce qu'il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture. Qui pense qu'il est mort? Alors, parce que c'est pas tout de dire qu'il est mort. Qu'est-ce que c'est que la mort en fait? Pour moi, je pense qu'il est mort parce qu'il y a plein de symboles, comme le fait que le vaisseau dans lequel il se trouve est un tunnel, et le bout du tunnel est très lumineux. Alors, je vous montre tout de suite ça, effectivement. Alors, avant, j'arrive. Vous avez pris un point intéressant. En fait, vous avez repéré l'image. Hein, alors, les scientifiques nous disent que si un être humain passe à travers un trou noir, il est spaghettifié. Ça veut dire qu'il est étiré de façon énorme. Pendant un an. Bon, pendant un an, écoutez, je ne sais pas. Aucun être humain n'a fait l'expérience. Hein. Ou alors il est brûlé. Parce qu'en fait, un trou noir, en fait, à un moment donné, il y a un mur de feu qui le protège. Bon, ça, vous trouvez ça. Ça s'appelle le paradoxe de l'information. Vous pouvez le chercher, parce que je ne vais pas vous faire un cours de physique. Mais théoriquement, ce n'est pas possible de sortir vivant d'un trou noir. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, pour donner une ambiance, parce qu'en fait, il y a la musique. La musique, vous voyez, Hans Zimmer, il va composer sa musique dans un temple, dans Temple Church, qui était une des églises des Templiers en Angleterre. Bon, ça donne une image, c'est intéressant. Alors, vous avez Michel Chion. Michel Chion est un spécialiste, il vient de sortir un bouquin sur les sons dans l'espace. Je vous ai donné quelques éléments sur l'ambiance que ça va donner, puisque ça donne peut-être une couleur à l'histoire de Cooper. Hein, on a ce qu'on appelle une note dominante à l'intervalle de quinte, c'est un peu technique, par rapport à la fondamentale. Ça donne un effet de suspension, comme si le temps était suspendu, comme on voit le personnage suspendu. Hein. On retrouve ça dans les fugues de Bach, dans les opéras de Wagner. On a l'idée aussi de la montre, hein, le temps qui passe. On a l'idée quand même que ça se termine presque en suspension sur une aspiration au repos. On est presque dans une musique aussi qui est en cycle, qui nous hypnotise. Donc la musique vient donner un sursens. Et j'en arrive à l'image que vous évoquiez, monsieur. Elle est dans le film. Et juste à côté, je vous ai mis une image qui est une image de Jérôme Bosch. Et Jérôme Bosch est un peintre, alors lui aussi, qui met plein de symboles alchimiques dans ses peintures, nous évoque le phénomène des NDE. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Les exemples de mort imminente. C'est des gens qui, à un moment donné, quand ils meurent, ils revoient toute leur vie, ils revoient toute leur famille, ils voient un tunnel de lumière. Et il se trouve que Jessica Sachs, alors c'est un hasard, hein, et là, à un moment donné, vous voyez, on retrouve encore parce qu'il est dans une station, et cette station elle est circulaire, il y a toujours ce cône de lumière, et lui, il parle même de faux retour en arrière. Donc il dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qu'il est dans un monde fabriqué. Alors, par qui? Ce qui est intéressant, c'est de voir que... Est-ce que vous connaissez ce film? Tree of Life, où Jessica Chastain joue la maman. Et vous avez Tree of Life, pour le comprendre, il faut comprendre que c'est Sean Penn qui fait une expérience de mort imminente. Et donc il revoit, avant lui de revenir sur Terre et de se réincarner en changeant de conscience, il a revu toute sa famille sur une plage. Tout ça n'est pas réel, c'est dans une autre dimension. Vous voyez? Donc on lui construit un monde où à un moment donné toute sa famille se réconcilie et lui se réconcilie avec son père et pardonne à son père. Et à partir du moment où il a pardonné à son père, il peut revenir sur Terre et continuer à vivre. Bon, c'est un des sens possibles. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce film fait miroir, puisque le dernier plan de Terrence Malick, c'est un pont. On avait dit que le pont, c'est l'amour entre Cooper et sa fille. Vous voyez? Qu'est-ce qui fait le pont? Qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres? Et l'amour comme étant une force. Alors,
je vais conclure rapidement peut-être sur ce film-là, parce que vous voyez, ça peut nous diviser ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, votre interprétation, elle peut être juste, Cooper peut être vivant, il peut être mort, c'est presque indécidable. Alors, sauf que, je vais faire référence à un autre film de Le Prestige. Est-ce que vous l'avez vu ce film? Le film fait référence à Nikola Tesla, qui est joué par David Bowie. Alors, Tesla, il est très important aujourd'hui puisque c'est quelqu'un qui a fait des travaux sur l'énergie éthérique. La gravité d'Einstein est un peu dans une impasse puisque Einstein a dégagé la notion d'éther de sa cosmologie. Alors la notion d'éther, très rapidement, c'est quelque chose qu'on avait depuis très très longtemps, depuis Aristote, qui était repris par les alchimistes au Moyen-Âge, qui est de dire qu'il n'y a pas d'espace vide. Partout dans l'espace, il y a de l'énergie. Et c'est cette énergie qui nous transforme. Cette énergie, elle est dans la lumière. Donc là, je vais vous faire une espèce d'interprétation du film, d'accord? Après, vous me direz quoi vous en pensez. Je vous donne une lecture. Alors, je reprends la structure du Prestige. Dans un tour de magie, il y a 3 étapes, comme dans le parcours du héros et dans l'alchimie. Première étape, c'est la promesse. Alors dans l'alchimie, c'est le gros noir. Dans le parcours du héros, c'est ce qu'on appelle la séparation. La promesse, c'est Cooper dit à sa fille, je reviendrai. Je t'aime pour toujours. Et puis il y a le docteur qui dit, on va transporter tous les humains, et puis on va juste coloniser et fertiliser. Dans ces promesses, il y en a qui ne sont pas justes. On est dans la magie. Par contre, il y a le tour. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, le film bascule dans l'extraordinaire. Il y a un voyage spatial qui dure 2 ans. On passe à travers un trou de verre, on découvre des planètes, on perd 23 ans. Ces planètes, elles symbolisent l'élément eau, mais dans sa formule de destruction. Et on passe à travers un trou noir pour tomber sur un symbole qui est un cube cosmique. Donc là, on est surpris parce que ce n'est pas totalement ce qu'on attendait. Et en plus, on ressort du trou noir. Donc là, du coup, vous voyez, quand je dis on ressort du trou noir, on est dans la 3e partie du Prestige, ce qu'on appelle le Prestige. On appelle le coup d'éclat du film. Le coup d'éclat de ce film, c'est d'avoir mis un solide platonicien au cœur du trou noir. Le cœur du trou noir, ça serait la singularité. Le trou noir est une étoile qui s'est effondrée. L'étoile, c'est la vie. La vie, l'expansion de l'univers, le Big Bang. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la vie s'effondre ou pas? Et donc, ce qui est intéressant, c'est, mais on l'avait vu d'emblée, c'est ce passage de témoin. Murphy, c'est l'amour de Murphy. Et Cooper n'est pas le héros, il est le mentor. Donc on a un déplacement. On peut se poser la question, où est Cooper? Alors Cooper, ça vous évoque peut-être un autre personnage de série télé quand même. Sheldon. Hein? Sheldon Cooper, non? Ah oui, puis Cooper de Twin Peaks. Et ouais, alors Cooper, est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est Morphée? Parce que les héros de Nolan sont souvent des gens qui sont entre le rêve et la réalité. Donc c'est la figure presque de Morphée et la figure presque d'Orphée, qui descend aux enfers, parce que traverser un trou noir, c'est traverser les enfers. Pour revenir, alors non pas pour sauver sa fille, mais pour sauver peut-être, pour passer des données. Donc on a cette figure-là. Et ce qui est intéressant, c'est cette très belle image sur la notion de temps. La vibration, alors ça, certaines personnes disent que ça évoquerait la théorie des corps, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est intéressant de voir comment on peut agir à travers le temps et l'espace avec un vecteur qui est juste, ça c'est un cadeau qui a été fait à sa fille. Donc ce cadeau, ça matérialise l'amour qu'il a pour elle. Ça matérialise aussi le temps qui nous détruit, et notez bien que les aiguilles, elles reculent à un moment donné. Donc ça c'est intéressant. Alors, c'est exactement la question qui se passe dans la saison 3 de Twin Peaks. Cooper veut sauver Laura Palmer, et Cooper est prisonnier d'un espace-temps qui n'est pas le Tesseract, mais qui est la Loge Rouge. Et ça a à peu près le même sens. C'est-à-dire une espèce de monde organisé, désorganisé, un chaosmos, comme dirait Edgar Morin, on ne sait plus trop où est l'ordre et le désordre. Alors, pour vous montrer quand même que tout vous est donné depuis le début. La première image du film, c'est ça. Alors, c'est intéressant. Ça vous montre la fusée qui est dans la poussière et ça vous montre les livres. Et donc à un moment donné, le voyage, il se fait, bien entendu en fusée, mais il se fait à travers peut-être la connaissance, à travers la lecture, à travers la méditation, à travers autre chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ça. C'est de revoir qu'à la fin,
on reconstitue une image du passé. Et ce passé de l'humanité, c'est le passé de la crise, et ce passé est amené à se rejouer. C'est-à-dire que l'humanité est prisonnière de cycles, cycles qui doivent permettre à l'être humain, à un moment donné, de prendre conscience. Mais comment on sort du cycle? Une des clés, c'est le poème de Dylan Thomas. Alors, je vais vous dire comment je le lis, ce poème, alors très rapidement. N'entre pas dans la nuit, doucement, docilement, ne supporte pas. Le vieillage doit gronder. C'est normal que les choses changent. Le sage sent la fin. À un moment donné, c'est ça la révolution, c'est qu'en fait, les choses doivent... Les ténèbres sont justes. C'est-à-dire, effectivement, le mal a sa raison d'être. Ces mots n'ont point forgé de foudre. Ça veut dire, le sage, c'est celui qui ne se laisse pas gagner par les ténèbres. C'est-à-dire, c'est celui qui, à un moment donné, ne se laisse pas aller à la haine, parce qu'effectivement, la haine attire la haine. Il n'entre point docilement dans la nuit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va hurler à quoi? À l'agonie de la lumière. Donc, le docteur Brown, derrière ça, il y a la quête de la lumière. Il y a l'idée que l'être humain, ce qu'il cherche dans les ténèbres, c'est la lumière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lumière? C'est la lumière du soleil, parce qu'effectivement, le soleil, c'est la vie. Sauf que le soleil que nous avons, il va nous détruire, parce que le soleil, c'est une bombe nucléaire. Vous voyez, donc on parle de quel soleil? Alors, je continue sur la suite de l'explication. Donc, vous voyez, la vision, ce qui est intéressant, c'est que le trou noir représente... Il y a un côté avec un disque d'accrétion, ça c'est la vision de Kiptor. On a presque l'idée de la conjonction entre, effectivement, l'ombre et la lumière, avec un nouveau soleil. Mais, par contre, c'est quelque chose qui nous détruit ou qui nous transforme. Vous voyez, c'est pas tout à fait ça. Avec l'idée qu'on reverra chez Kubrick, vous voyez, la porte des étoiles, et l'idée qu'on passe à travers, on fait un voyage dans un vortex énergétique qui nous amène où? Alors, voilà, cette femme, qu'est-ce qui se passe à la fin? À un moment donné, elle est vue. Alors, cette image veut dire quelque chose, mais c'est pas simple. Pourquoi il y a cette image à un moment donné dans le film? Vous voyez, cette image, elle apparaît à quel moment? C'est quand elle le voit dans le vaisseau, qu'elle dit que c'est le premier contact qu'elle a. Voilà, ça nous renvoie, et c'est par rapport au fait qu'il passe dans le trou noir. Donc le trou noir abolit l'espace et le temps. Effectivement. Donc là, ce qui est intéressant aussi, si on prend la symbolique de la fin, elle va repeupler un monde. Elle a, effectivement, avec elle tout le système de la GPA, là, avec tous les petits embryons fertilisés, et lui, il va la retrouver dans un monde, c'est comme Adam et Ève, finalement, ils vont retrouver un espèce de monde où ils sont dans un nouveau paradis avec un nouveau soleil. Alors là, on est dans un truc un peu mythologique, Adam et Ève, parce que bon... et puis on est aussi, en alchimie, la conjonction des opposés. Conjonction des opposés, c'est le soufre et le mercure, c'est Cooper qui était l'intellect, l'action, et elle qui est le cœur. Relier la tête et le cœur. Donc sur un plan symbolique, on a l'idée de reforger presque l'androgyne, ou l'être qui est un être supérieur à l'homme et la femme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui doit mourir. Et il y a quelqu'un qui est mort, c'est nous, il est mort. Vous voyez qu'on a bien une image de mort, comme on l'aura à la fin de 2001. Il y a une mort pour une renaissance. Que dans ce monde, il n'y a pas de mort sans naissance et réciproquement. Et ce qui est intéressant, c'est, alors là, on revient au début de la discussion, où monsieur avait dit, vous avez tout de suite compris, que le fil d'Ariane, pour sortir du labyrinthe, c'est l'amour. Alors, sauf que l'amour, qu'est-ce que c'est dans le film l'amour? Est-ce que c'est juste l'amour entre un père et une fille? Est-ce que le film nous en dit plus? Est-ce que c'est l'amour de l'humanité? Entre l'homme et son créateur. Alors, sauf que entre l'homme et le créateur, ou les créateurs, ou les îles, on a cette idée qu'il y a de ces îles qui feraient des choses pour aider les humains. Alors, est-ce que ces îles, c'est les créateurs? Est-ce que c'est les éolines? Est-ce que c'est les hommes du futur? Enfin, il y a quand même une idée de don et de... Voilà, autour de ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux. Alors, ce film est un hommage à un film de Chris Marker qui s'appelle La Jetée. Où effectivement, tout le film, c'est un être qui voyage dans l'espace-temps. Il voyage parce qu'il est amoureux d'une femme. C'est cette image de femme qui lui permet de voyager dans le temps. Vous voyez, c'est que l'amour transcende l'espace et le temps. Chris Marker l'avait compris. Alors, voilà, la phrase qui est prononcée à un moment donné, c'est le robot, qui dit en fait, ils nous ont mis dans leur réalité à 5 dimensions. Sauf que là, il y a une dimension qu'on ne voit pas. Parce qu'on est, le Tesseract, c'est la 4e dimension. Donc, qu'est-ce que c'est que la 5e dimension? Alors, on va y aller.
Moi, j'ai fait des recherches sur Internet. Monsieur, une hypothèse sur la cinquième Non, je pense que dimension? vous alliez enchaîner sur la spiritualité, parce que tout à l'heure, Bah, allez-y. on parlait, voilà, le salut ultime, c'est... on disait d'ailleurs, c'était fameux Malraux qui disait que le 21e serait, après le fameux Ouais. style dont vous parliez tout à l'heure, spirituel ou ne serait pas. La question du spirituel. Hein, c'est-à-dire que la question du spirituel, qui n'est pas la question du religieux, hein, parce que Malraux était quelqu'un qui était très intéressé par faire dialoguer les arts et les symboles. Le musée imaginaire, Malraux, c'est quand même formidable. On il fait dialoguer les symboles à travers les âges. Et Malraux a cette idée-là. Alors, allons-y sur la cinquième dimension. Alors, vous avez Camille Flammarion, qui est astrologue, astronome et alchimiste à Juvisy-sur-Orge. Et il fait ce dessin. Et là, vous avez l'alchimiste. Vous avez l'alchimiste qui, à un moment donné, voit qu'au-delà de l'espace-temps classique et de l'univers classique, il y a un autre univers. Et cet univers, il a plusieurs strates. Voilà, il passe la vue ailleurs. Et donc, ça serait cette cinquième dimension. Cette cinquième dimension, on va le retrouver dans la symbolique du 5. Alors, qu'est-ce que symbolise le 5 ? Je reprends Pythagore. Le cinquième élément, c'est le pentagramme, c'est l'étoile à 5 branches. Et le cinquième élément, c'est l'éther. L'éther, c'est la fameuse énergie qui est dans l'espace, qui n'est pas vide. Et je vous rappelle que Nikola Tesla, s'il est connu, c'est pour avoir fait des travaux sur l'éther. Aujourd'hui, une des clés de notre crise économique, sociaux et compagnie, c'est la question de la monnaie et de l'énergie. Tesla avait compris qu'il existe une dimension éthérique et que dans cette dimension est à la fois le monde spirituel et une source gratuite d'énergie pour tous. Voilà. Tous ces problèmes avec le UBI. Et tout ça. Donc il est temps que Tesla soit réhabilité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des scientifiques qui travaillent. Alors là, je vous montre là. Qu'est-ce que c'est que le sens de la cinquième dimension? Alors je vais vous donner le sens du film. Alors, mon hypothèse, hein, parce que je n'ai pas la prétention de vous dire que c'est le seul sens possible. C'est très important. Cooper, il échoue finalement dans une espèce de mission impossible, parce qu'en fait, c'est pas lui le héros, c'est juste un passeur, donc à un moment donné, il va s'effacer. Il traverse les 4 éléments. Hein. Il part de la Terre polluée, il va dans l'air dans un vaisseau, il traverse 2 planètes. À un moment donné, c'est des planètes qui sont de l'eau, mais c'est pas de l'eau qui fait revivre, c'est de l'eau mortifère. Et finalement, il traverse le feu, hein. Il traversait le trou noir, c'est traverser le feu. Il est confronté au feu de la connaissance et à la vision de ce qu'on appelle une espèce de conscience. C'est-à-dire que l'expérience que fait Cooper, c'est ce que cherche Captain Marvel dans les films, et c'est très mal fait dans le film parce qu'on ne le voit pas, alors que dans la bande dessinée, le pouvoir de Captain Marvel, c'est la conscience cosmique. Hein, et Thanos, chez les Avengers, le récupère avec le Tesseract. Je vous fais cette analogie-là parce que c'est concomitant dans le monde des idées, ça, ces histoires de films Marvel avec des archétypes et des symboles. Cooper fait une NDE. Il revoit sa fille et voyage sur le plan astral, le monde des rêves, que Nolan a très bien développé dans Inception, pour retrouver la femme de ses rêves, justement. Et peut-être qu'il accède à une autre réalité, qui serait le monde éthérique, un monde où on peut rebâtir les choses. Alors, qu'est-ce que c'est que ce monde éthérique? Parce que c'est très bizarre. Voilà, une des visions du monde éthérique, c'est ça. Effectivement, derrière, il y a des énergies, il y a des formes, il y a des vortex dans l'espace. Il y a aussi des vortex qui se passent dans certains endroits. Bon, on a beaucoup parlé de Notre-Dame. Le lieu où se trouve Notre-Dame, allez voir devant. Il y a une étoile à 8 branches où les gens mettent de l'argent. Traditionnellement, cette étoile est un vortex qui relie les énergies de la Terre avec les énergies du ciel. C'est connu depuis les premiers bâtisseurs. C'est pour ça qu'avant Notre-Dame, il y a eu plein d'églises sur la pointe de l'île de la Cité. Donc ces histoires, on rentre dans des choses qui sont de l'ordre de l'énergétique, hein, que des gens, si vous sentez des énergies, vous pouvez ressentir des fois des choses, même à travers des films. Et qu'est-ce que c'est que la cinquième dimension? Alors j'ai regardé sur Internet un petit peu, on trouve ça. On trouve l'idée d'un temps simultané, qui permet d'avoir une perspective plus large de tout ce qui est. Donc la conscience du global. Toutes les réponses aux questions se trouvent exactement là où la question est posée, et on est capable de voir toutes les possibilités. Comme Cooper qui voit un petit peu tout ce qui s'est passé. Vous avez une petite image quand vous êtes devant votre Macintosh. Le Macintosh, c'est la pomme avec la connaissance, et vous avez Time Machine. Et quand vous voyez dans Time Machine, vous voyagez dans le passé, et vous pouvez récupérer des dossiers
qui se sont perdus dans le temps. La conscience cosmique, ça serait ça, mais ça serait aussi ça dans le futur. C'est-à-dire on a une globale vision de ça. Alors, certains visionnaires, peut-être auraient eu accès à ça à un moment donné. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont connectés à cette 5e dimension créent à partir de la lumière. C'est-à-dire, il y a cette idée de créer des mondes, qui seraient des mondes magnifiques, ou des illusions magnifiques. Les magiciens aussi créeraient à partir de là. Donc on est sur une hypothèse un peu de magie au-delà de tout ça. Et donc on est dans quelque chose qui dépasse la conscience moi. Alors l'hypothèse que je fais, c'est qu'effectivement les personnages de Interstellar atteignent quelque chose qui est la conscience cosmique, la conscience du cosmos. C'est-à-dire que le cosmos est un chaos à travers les trous noirs, et qu'à travers le trou noir, il existe ce qu'on appelle un univers impliqué, ou un cosmos tiers, qui serait la 5e dimension, et qui serait un monde beaucoup plus éthéré. Et ça serait ce fameux espace où il n'y a pas d'espace vide, où il y a une source d'énergie infinie qui informe nos vies. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des scientifiques, dont les noms ne sont pas très connus, ne sont pas sur Internet, qui utilisent la lumière pour transmuter, par exemple, du méthane en hydrogène ou en protéines. Et ça, c'était le vieux rêve des alchimistes, de transformer le plomb en or à partir de la lumière. Intéressant, c'est en train de se faire. Et Tesla l'avait plus ou moins senti dans ses travaux. Et Nolan a bien parlé de Tesla dans le Prestige. Voilà. Donc, chez Kubrick, le mois prochain, on a un 3e niveau de conscience, dont je ne dirai pas plus, parce que c'est le niveau qui sort de la dualité. Vous voyez, les 3 films sont liés. C'est-à-dire, on a vu dans Gravity l'idée qu'on chute pour mieux se relever. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin de la gravité pour s'axer. On a vu dans ce film que la gravité donne des messages, et la gravité, si elle est reliée à quelque chose qui s'appelle l'amour, peut permettre de transcender l'espace et le temps et d'arriver dans une autre dimension. Et Kubrick va nous amener au-delà de cette dimension, dans 2001. C'est pour ça que 2001 est un film indépassable sur le plan symbolique. Parce que Kubrick a mis des choses magnifiques. Voilà. Donc voilà, c'est mon hypothèse que je vous invite à réfléchir là-dessus. Je ne sais pas si les personnes veulent s'exprimer, parce que là je vous donne quelque chose d'un peu brut de décoffrage suite à notre discussion. Est-ce que ça suscite chez vous des questions, des réflexions? On a encore 2-3 minutes si on regarde le temps. Parce que là, monsieur. Juste une note un peu critique. Je trouve que le film est passionnant, il est merveilleux, mais en même temps, il a un côté nunuche américain. Je veux dire, quand on lui dit « It is not possible », il dit « But it is no, it is necessary ». Ça, franchement, là, il y a des moments ridicules. Oui, et ça gâche le film. Ça vous a gâché un peu le plaisir. Ouais. Alors, en fait, Nolan, il joue là-dessus, je pense. Il joue sur le fait que vous avez un hommage qui est à la fois, effectivement, à l'étoffe des héros. Mais si vous faites, effectivement, si on fait une lecture littérale du film, je suis d'accord avec vous, si on s'attache au symbole, on voit que Nolan, il part sur quelque chose, oui, il y a des choses sur le conservatisme de l'Amérique, cette volonté des pionniers et compagnie, qui est presque un peu de droite et conservatrice, c'est pas très intéressant. Mais avec tous les symboles qu'il met dans le film, je pense qu'il nous amène bien au-delà. Puisqu'en fait, on est au-delà, si vous voulez, on est presque dans le stade de non-dualité, où on sort de la droite et de la gauche, de l'ordre du mouvement, pour rejoindre quelque chose d'autre. Voilà. Mais bon, c'est une hypothèse. On peut aussi faire une lecture plus politique du film, il n'y a pas de souci. Voilà. D'autres questions, réactions? Monsieur? Juste sur un point que vous aviez dit tout à l'heure, c'est un détail, mais je trouve que Nolan, il traite la question de l'extraterrestre beaucoup plus finement qu'aurait pu le faire Spielberg. Parce que, en fait, au niveau sémantique, extraterrestre, c'est ceux qui sont hors Terre. Ouais. En fait, les êtres du futur, si c'est nous, ils sont évolués sur d'autres planètes qui ne sont pas la Terre, ils sont donc bien extraterrestres, mais pas dans la forme qu'on les entend habituellement. Totalement. Et là, c'est vraiment un hommage à Kubrick, parce que Kubrick fait exactement la même chose, bien sûr. Tout à fait. Vous voyez la polysémie du terme extraterrestre, humain du futur, être de lumière, qu'est-ce que c'est? Là, ça vous laisse un champ du possible, finalement. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Bien. Écoutez, je pense qu'on a dépassé le temps prévu, parce qu'on est soumis à Chronos. Je vous invite à... Donc, toutes les vidéos sont sur le site internet YouTube Divers Movie. Merci à François d'avoir filmé ce soir, pour vous retrouver la soirée en ligne.
Merci à la Filmothèque de nous accueillir avec Michel Simon le 7 mai pour 2001 pour aller au-delà de la conscience cosmique si vous êtes encore là. Merci, bonne soirée. Merci à vous.